permettent pas de s'associer. Lequel, j'ai oublié de dire, coûte le moins cher, c'est lequel va coûter le moins cher au niveau de rémunération. Pour me rémunérer, eh bien, j'ai peut-être envie de privilégier la rémunération immédiate, c'est-à-dire pouvoir me payer le plus possible tout de suite, ou au contraire, préparer, privilégier ma protection sociale, on va le voir, et pas forcément ma rémunération immédiate. Quatrième priorité, quel est le statut qui me permet de mieux préparer ma retraite. Donc ça va plutôt concerner ceux parmi vous qui sont déjà, non pas seniors, mais qui ont au moins 40 ans ou qui ou qui sont en approche. Et enfin, la crédibilité. La crédibilité, c'est un critère important, notamment si vous travaillez avec des grandes entreprises, si vos clients sont des grandes entreprises, si vos clients sont des partenaires un peu stratégiques. La crédibilité, ça peut être une priorité. Donc j'imagine que dans ces 5 priorités, vous avez déjà votre tiercé, vous avez déjà vos priorités qui apparaissent. Eh bien, vous allez voir, on va regarder ensemble quels sont les statuts les mieux adaptés. Et enfin, on terminera donc avec un tableau récapitulatif qui vous donnera vraiment une vision très très claire, je vous promets, du statut qui est le plus adapté à votre activité. Et en bonus, pour les micro-entreprises, micro-entrepreneurs qui sont parmi nous, qui veulent changer de statut, je leur ferai un petit focus pour leur expliquer les 2 voies qui s'ouvrent à eux, les 2 voies les plus simples qui s'ouvrent à eux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser là à droite dans le chat, j'y répondrai à la fin du webinaire ou au fur et à mesure du webinaire, si ce sont des petites questions sur lesquelles je peux y répondre tout de suite. Donc, avant de démarrer, de revenir sur ces 5 points, les nouveautés et les changements importants au 1er janvier 2021, ce qu'on appelle la loi de finances 2021. Alors, quoi de neuf sur la loi de finances 2021? Pas grand-chose pour les entreprises qui existent déjà, un petit peu quand même, on va en parler, mais ça va être surtout pour les créateurs d'entreprises, les choses vont se simplifier, sachez-le. Avant, pour créer une entreprise, eh bien, il y avait plusieurs institutions qui pouvaient s'en occuper. Eh bien, depuis le 1er janvier, maintenant, il y a un guichet unique de création d'entreprise qui est le guichet entreprise.fr. Alors, pour être très franc, je ne l'ai pas testé parce que c'est tout frais. Je ne l'ai pas testé et je ne vous en dis pas plus. J'ai pas de recul par rapport à ça, mais en tous les cas, c'est annoncé comme une espèce de simplification et de révolution pour créer les entreprises. Bon, les premiers témoignages avis clients sont pas forcément extraordinaires, donc il va falloir peut-être attendre un petit peu que les choses se décantent pour avoir vraiment une plateforme unique et qui fonctionne de façon rapide, interactive, comme on peut l'avoir par exemple en Angleterre. En tous les cas, en France, c'est encore un peu compliqué. Ça l'était en 2020 et on espère qu'en 2021, ce sera plus simple. Une petite nouveauté toujours concernant les créateurs d'entreprise, vous savez que quand vous créez votre entreprise et qu'il y a des statuts, eh bien, vous devez publier une annonce légale. Jusqu'en 2020, les annonces légales, elles étaient facturées à la ligne, au mot près qui figurait dans l'annonce. À partir de 2021, les choses se simplifient. L'annonce légale, elle est forfaitaire, ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir connaître les coûts de création d'entreprise de façon forfaitaire et non plus en fonction du texte qui est mis dans votre annonce légale. C'est des petits points de détail, mais c'est pour vous dire que sur le front de la création d'entreprise, il y a des petits changements, mais c'est quand même pas la révolution. Troisième chose, pour les créateurs d'entreprise, la fin du SPI, le fameux stage de la préparation à l'installation qui concernait les artisans. C'était assez contraignant. Il avait déjà été en partie supprimé en 2020. Il l'est totalement en 2021. Il n'y a plus de stage préparatoire à l'installation, donc plus cette petite formation obligatoire. Voilà. Donc un peu de simplification. Pour les entreprises maintenant, la seule nouveauté, vraie nouveauté, c'est la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises, qui passe de 28 à 26,5. 28 à 26,5, bon, sachant qu'il est de 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Si vous êtes en société, que vous payez l'impôt sur les sociétés, votre taux d'imposition, normalement, c'est 15%, jusqu'à 38 120
€ d'impôt, jusqu'à 38 120 euros de bénéfices, 15%, et au-dessus, eh ben, c'était 28%, maintenant ce sera 26,5%. C'est pas la révolution, ça change un tout petit peu les curseurs dans les arbitrages, mais sachez-le, c'est la seule vraie nouveauté. Ce qui se dessine, il y a deux choses qui se dessinent, deux, trois petites choses qui se dessinent hors loi de finances pour cette année. Sachez-le si vous avez déjà votre entreprise. Un projet de réévaluation libre qui permettra, c'est une astuce comptable qui va permettre de remonter les capitaux propres des entreprises sans que ça leur coûte rien. Voilà, ça vient d'être mis dans la loi de finances, ça a été décidé au mois de décembre 2020. C'est plutôt une bonne idée. Ça va vraiment aider les entreprises qui ont les capitaux propres à plat, qui ont perdu la moitié de leurs capitaux propres, notamment du fait de la crise du Covid, eh bien de remonter leurs capitaux propres d'une façon, ce qu'on appelle les réévaluations libres. Je vous en reparlerai, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Une deuxième chose, une nouveauté qui n'est pas officielle, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu, qu'on a partagé, nous, les experts comptables, au mois de décembre, parce qu'il y a eu un arrêt qui a été rendu du tribunal administratif concernant la taxation des dividendes des SARL. Vous savez, si vous avez une SARL, que une partie de vos dividendes, si vous en versez, sont soumis à cotisation sociale. Voilà, c'est le cas depuis maintenant 5-6 ans. C'est une modalité, en tous les cas une taxation, qui est assez défavorable au statut de la SARL. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui préfèrent au statut de SARL le statut de SAS, parce que lorsque vous êtes en SAS, les dividendes que vous versez ne sont pas soumis à cotisation sociale. Lorsque vous êtes en SARL, vous le savez, il y a une partie de vos dividendes qui est considérée comme une rémunération. Donc non seulement vous payez l'impôt sur le revenu, mais en plus vous payez les cotisations sociales sur les dividendes. Donc c'est pas très intéressant, c'est assez désavantageux pour les SARL qui distribuent des dividendes. La nouveauté, c'est que ces cotisations sociales, elles ne vont plus être calculées sur la totalité du montant des dividendes, mais elles vont être calculées sur 60% du montant des dividendes. Donc ça ne veut pas dire que les cotisations sociales sur les dividendes vont disparaître, mais ça veut dire qu'elles vont diminuer de près de la moitié. Donc dans l'arbitrage, quel est le meilleur statut? Pour un certain nombre d'entre vous, ceux qui font des bénéfices importants, eh bien, il y avait une différence importante entre le statut de SAS et celui de SARL. Eh bien, cet écart il tend à diminuer grâce à cette nouveauté. C'est une nouveauté dont on va reparler un peu partout. Si elle est confirmée, mais elle le sera très vraisemblablement, c'est cet abattement de 40% sur les cotisations sociales sur les dividendes. Alors, sur la protection. Donc, vous êtes créateur d'entreprise. Là, les 2-3 premières critères de priorité, ils vont concerner les créateurs d'entreprise. Pour les entreprises déjà existantes, ça vous intéressera aussi. Le statut qui me protège le mieux, lorsque vous créez une entreprise, évidemment, vous souhaitez vous protéger. Donc pendant très longtemps, on disait « Ah oui, mais attention, micro-entrepreneur, c'est dangereux, parce que si jamais vous êtes micro-entrepreneur et que vous avez des difficultés financières, ça va embarquer, ça peut embarquer vos finances personnelles. » Entreprise individuelle, c'était la même chose. Il y avait toujours ce sujet de responsabilité limitée. D'un côté, on avait les SARL, SAS, sur lesquels la responsabilité était limitée, et de l'autre, on avait les entreprises individuelles qui étaient exposées, pour lesquelles les entrepreneurs étaient beaucoup plus exposés sur leurs finances personnelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même pas aujourd'hui en 2021, ça l'était déjà depuis 2018. Les entreprises individuelles, même les micro-entreprises, peuvent mettre en place ce qu'on appelle la responsabilité limitée en faisant une déclaration de patrimoine professionnel auprès du greffe qui a pour avantage de créer une sorte de bouclier, une séparation en tous les cas juridique de leur patrimoine entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Donc, la notion de responsabilité limitée, la protection du dirigeant, elle est pareille, quel que soit votre statut. D'accord? Donc, le statut qui protège le mieux, vous verrez encore des articles, je ne vais pas dire trop de mal de
fournisseurs de contenu sur le web, mais il y a beaucoup de, notamment les legal tech qui vendent, mettent en avant le risque, soi-disant, à monter des entreprises individuelles ou à rester en micro. Le risque en termes de risque financier pour l'entrepreneur, eh bien non, c'est faux. Il faut le dire, la responsabilité limitée, aujourd'hui, elle est ouverte à tous les statuts. Donc ce n'est pas un critère. Il ne faut plus avoir peur de ça. Vous pouvez vous protéger, vous pouvez protéger vos finances, même si vous êtes en micro-entrepreneur. Mais c'est une bonne question. Le statut qui vous protège le mieux au niveau social. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous tombez malade, est-ce que, il y a un statut qui protège mieux qu'un autre? Si vous avez un arrêt maternité, quel est le statut, qui vous protégera le mieux, qui vous donnera les meilleures indemnités? Quel est le statut pour votre retraite qui vous versera la pension la plus importante? Et en termes d'allocation familiale, est-ce qu'il y a un statut qui est plus généreux qu'un autre? Voilà des bonnes questions, que vous vous posez, hein, et que vous êtes nombreux à vous les poser, même si vous avez déjà une entreprise. Eh bien la réponse, elle est assez simple. Vous allez voir, c'est qu'en fait, pardon, excusez-moi, c'est qu'en fait, tout le monde, toutes les structures juridiques offrent les mêmes garanties, sauf au niveau de la retraite. Ça veut dire que au niveau des dépenses maladie, au niveau de la maternité, au niveau des allocations familiales, quel que soit votre statut, même si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez les mêmes droits. Vous avez les mêmes droits. Au niveau de la retraite, théoriquement, vous avez aussi les mêmes droits depuis 2020, depuis fin 2020. Vous avez normalement les mêmes droits depuis le mois d'octobre 2020, si je ne me trompe pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il y a quand même un podium. C'est que il y a les mêmes droits parce que vous dépendez, quel que soit votre statut, on dépend maintenant, tous les dirigeants dépendent du même système de retraite générale. Par contre, le calcul des droits à la retraite n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, pour les SAS et les SASU, le système est plus généreux pour les dirigeants de SAS et statuts lorsqu'ils prendront leur retraite. Il est un petit peu moins généreux pour les EIRL, EURL, SARL qui sont à égalité, et il est beaucoup moins généreux pour les micro-entreprises. Même si vous dépendez tous, nous dépendons tous, du même régime officiellement maintenant depuis quelques mois. Alors pourquoi il y a un statut qui est plus généreux que les autres? Eh bien, parce que les cotisations versées vont être plus élevées. Donc, le statut de la SASU et des SAS est plus généreux, mais il est beaucoup plus coûteux en termes de retraite. Celui de l'EIRL, EURL est moins généreux, mais il est moins coûteux, et celui de la micro-entreprise est beaucoup moins généreux, et il est beaucoup moins coûteux. Voilà. Donc le statut qui protège le mieux, en retraite, égalité pour tout le monde, et en ce qui concerne la retraite, vous l'avez compris, il y a une différence, il y a une vraie différence. On continue. Lequel coûte le moins cher? Qui coûte le moins cher à la création? Lorsque vous créez une entreprise ou si vous allez créer votre entreprise, vous devez savoir ce que va vous coûter la création de l'entreprise. Donc, si vous créez une micro-entreprise ou une EIRL, eh bien, ça coûte rien du tout. Zéro, nada, rien. Donc, si on vous propose des services en ligne payant, assurez-vous qu'il y a un service derrière. Il y a quelques subtilités quand on crée son entreprise, notamment les EIRL. Il y a des options fiscales à activer ou pas activer. Est-ce que ça vaut 100, 150, 200 euros? J'en suis pas sûr. D'autant que si vous avez une EIRL, si vous créez une EIRL, vous allez avoir besoin d'avoir un expert comptable. Donc, autant le prendre dès le début. De toutes les manières, ça vous coûtera pas plus cher. Prenez un expert comptable dès le début qui vous aidera à activer les bonnes options pour créer votre EIRL. Et en tous les cas, si vous êtes en micro-entreprise, là, c'est 100% gratuit. Si vous créez maintenant une EURL, SARL, SAS, SASU, ou si vous transformez votre EURL en SAS ou vice-versa, votre SAS en EURL ou SARL, ça coûte un peu d'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut rédiger ou modifier les statuts et le coût est variable entre 450 et 750 euros.
rédaction des statuts, formulaire à remplir, annonce légale, on en a parlé, transmission des dossiers au greffe, et cetera. Il y a quand même pas mal de paperasse, hein, encore. Ça se simplifie un tout petit peu chaque année, mais ça représente encore du temps, donc ça coûte entre 450 et 750 € de créer son entreprise ou de la transformer. Voilà, donc si c'est une priorité pour vous, eh bien, sachez-le, l'EIRL est une solution pour créer une entreprise avec 0 € pour démarrer. Celle qui est financièrement la plus intéressante pour me verser la meilleure rémunération. Vous êtes nombreux à vous poser votre question, est-ce que mon statut, est-ce que ma structure SARL, EURL, c'est vraiment la meilleure solution pour me rémunérer? Ou au contraire, est-ce que ce serait plus intéressant de passer en SAS, SASU ou de basculer en micro-entreprise? Donc vous allez voir, les choses sont relativement simples. Je vais vous montrer tout à l'heure une courbe qui va voir que la réponse dépend du niveau de votre rémunération. Et vous allez voir dans le slide suivant, il y a une courbe qui vous donnera la réponse très simplement. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'en SAS, les cotisations à payer sur votre rémunération, elles varient de 80% à 40%. En fait, elles sont dégressives, progressives plus dégressives, 40 à 80%. Alors vous allez me dire, l'écart est vachement important. Oui, l'écart est important. En fait, il y a des systèmes de plafond de cotisation qui font que le gros d'entre vous se situe plutôt autour de 70-80%. C'est-à-dire que quand on se verse une rémunération entre 25 000 et 100 000 € par an, eh bien, on reste dans cette zone de 70-75%, 80%. Si vous êtes en SARL, ça coûte moins cher, on l'a vu, en grande partie à cause des cotisations retraite qui sont moins élevées. La plupart des rémunérations vont se situer plutôt entre 30 et 50%. C'est dégressif. Si vous versez une rémunération très très élevée, vous allez voir, ça tend vers 20%. Et en micro-entreprise, c'est stable. Si vous êtes prestataire de service, 28%. On parle du revenu net, hein, c'est 22% du montant du chiffre d'affaires pour une micro-entreprise. Mais si vous rapportez au revenu net, c'est-à-dire ce qui vous reste dans la poche, eh bien vous allez payer 28% de votre revenu net. Voilà. Donc ça dépend de la forme juridique et puis ça dépend du niveau de votre rémunération. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. C'est juste la partie un peu technique, hein, mais c'est une grosse question. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se posent régulièrement cette question et il faut se la poser chaque année. Est-ce que j'ai vraiment le statut le plus intéressant pour développer mon entreprise? Alors regardez, c'est assez simple. Là, on a 3 courbes. Voilà un schéma sur lequel apparaissent 3 courbes. En bleu, c'est le coût de cotisation des micro-entreprises. Pardon, j'ai oublié de vous le montrer. Là, c'est le niveau de votre rémunération, annuelle. 8 000 €, 10 000 €, 13 000, 15 000, 18 000, 20 000, 25 000, 50 000, 100 000 €. Et là, c'est ce que vous payez en termes de cotisation. L'axe des ordonnées, c'est ce que vous payez en termes de cotisation en fonction de votre niveau de rémunération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous le disais, pour les micro-entreprises, comme un avion de chasse, altitude, c'est toujours 28%. Toujours 28%. Si maintenant vous êtes en EURL, EIRL, SARL, vous voyez que le taux de cotisation sociale sur vos rémunérations, si vous versez très peu de rémunération, donc jusqu'à 15 000 €, c'est à peu près 45%. Puis ça augmente un tout petit peu, ça, voilà, à peu près à 50%, 50% à 44 000 €, c'est le pic. Et après, si vous versez une rémunération plus élevée, on est sur des rémunérations annuelles, hein, 100 000 €, vous voyez que vous êtes déjà sous les 40%. Puis si on pousse vraiment à l'extrême, eh bien, on va descendre, je vous le disais, à 20%. C'est-à-dire que le taux de cotisation des EURL, SARL, des rémunérations des gérants de EURL, SARL et EIRL, vous le voyez, il est assez faible et il tend à décroître. Plus la rémunération est élevée, plus ça décroît. Donc je vous le disais, hein, il y en a assez peu parmi vous, en tous les cas la majorité d'entrepreneurs se versent
moins que 100 000 € par an, c'est déjà une bonne somme. Enfin, si vous pouvez déjà vous l'offrir, c'est super. Eh bien, vous le savez, vous payez à peu près 40. Mais si vous versiez 200 000 €, eh bien, ce serait un peu moins, ce serait plutôt 30. Vous voyez? Et 1 million d'euros, ce serait 25. Bon, je doute qu'il y en ait peu parmi vous qui se versent 1 million d'euros. Bon, ça, c'est très important. Maintenant, on regarde pour les SAS. Pour les SAS, c'est la courbe grise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les SAS, le taux de cotisation, il est assez faible et il est même plus faible que dans les SARL pour les très petites rémunérations. C'est-à-dire que si vous versez 13 000 € par an de rémunération, donc un peu plus de 1 000 € par mois, eh bien, vous allez avoir un taux de cotisation qui va être de 40. Pourquoi? Parce qu'il y a des abattements sur cotisation sur les faibles rémunérations, qui fait que, même en tant que dirigeant assimilé salarié, votre taux de cotisation, il peut être plus faible que celui des SARL et URL. Par contre, si votre rémunération, elle est, elle est plus importante, hein, par exemple 2 000 € par mois, ça fait 24 000 € par an, et bien là, vous payez plein pot. Et vous voyez vraiment, ça c'est très intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui se font un peu matraquer par les organismes sociaux, que le système fonctionne surtout, et surtout financé par les gens qui touchent, les entrepreneurs qui touchent entre 25 et 40 000 €. Comme par hasard, c'est eux qui payent le plus, 25-40 000 €. Donc vous êtes nombreux, j'imagine, devant vos écrans à vous dire: «Aïe, j'en fais partie». Eh bien oui, c'est comme ça. C'est vous qui cotisez proportionnellement le plus. C'est vous qui cotisez le plus, donc il faut le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si votre rémunération elle augmente, vous voyez que le taux de cotisation, eh ben, il diminue chez vous aussi. Il diminue et il va tendre vers 40. Voilà, ça c'est très très important d'avoir ce schéma en tête. Ça veut dire que si votre priorité elle est vraiment financière, vous le voyez, eh bien au-dessus de 15 000 €, vous avez intérêt à être en SARL EURL pour les rémunérations. Voilà. Si votre priorité est purement financière, si par contre votre priorité c'est la retraite, etc., et bien alors dans ces conditions, vous mettez-vous sur la courbe des SAS, SASU et vous voyez que ça coûte cher, mais vous avez des droits qui sont plus importants. Le statut, vous voyez même que dans l'absolu, le statut de micro-entreprise, c'est pas forcément le plus intéressant pour des niveaux très élevés, mais bon, ça c'est la théorie, parce qu'un micro-entrepreneur qui se verse 1 million d'euros, j'en ai pas vu souvent. Voilà, retenez que le salaire de SAS coûte moins cher pour les rémunérations inférieures à 15 000 € et que le statut de la micro-entreprise coûte moins que les autres statuts, certes, mais c'est pas forcément celui qui vous offre les meilleurs droits en termes de retraite, il vous offre très peu de droits. Donc, le meilleur statut et en 2021, les changements sont très faibles. Je vous parlais tout à l'heure des dividendes. La modification sur les dividendes, elle diminue un peu le déséquilibre sur les dividendes, mais elle ne le fait pas disparaître. Donc, si vous versez des dividendes, donc moi, ma recommandation, elle est assez simple là-dessus, c'est qu'il ne faut pas se verser de dividendes. C'est pas un sujet tant que vous ne versez pas au moins 50 000 € par an. Si vous versez plus de 50 000 € par an, alors là, oui, il peut y avoir intérêt à se verser des dividendes parce que jusqu'à 50 000 € par an, vous allez cotiser au système social, vous allez cotiser à votre retraite et donc vous allez vous créer une rémunération différées, ce qu'on appelle les rémunérations différées, c'est-à-dire des rémunérations que vous toucherez quand vous serez à la retraite. Donc, le surcoût n'est pas totalement perdu. Et quand je vois des entrepreneurs qui se versent la totalité de leur rémunération, entre guillemets, sous forme de dividendes, c'est absurde parce que, évidemment, oui, financièrement, ça peut être intéressant dans l'immédiat, mais c'est absurde de mettre de côté à 100% sa retraite. Donc, ce que je conseille, c'est de cotiser au moins jusqu'à 50 000 €, au moins jusqu'à 50 000 €, euh, sous forme de rémunération, et au-delà, pourquoi pas, de réfléchir à se verser des dividendes. Parce que les dividendes, les cotisations, il y a des cotisations sociales sur dividendes, que ce soit pour les dirigeants de SARL et même pour les dirigeants de SASU, les prélèvements sociaux, eh bien, c'est à fond perdu. C'est à fond perdu. Donc, cotiser moins, mais cotiser pour rien du tout, c'est pas forcément plus intéressant.
Pour me verser les dividendes, eh ben voilà, je suis allé un peu plus vite que la musique, on en a déjà parlé. Alors, point important, c'est que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont au chômage, qui vont créer une entreprise et pour eux, la situation est un peu particulière. Vous pouvez avoir intérêt à vous verser vraiment des dividendes, donc je prends le contre-pied de ce que je viens de dire, mais dans un cas bien particulier, c'est le cas de celui qui est inscrit au Pôle emploi, qui touche les ARE, c'est-à-dire les indemnités du chômage, et qui peut avoir intérêt à toucher les ARE et à capitaliser ses bénéfices dans une société, dans sa société, et à se verser des dividendes qui vont être un complément de rémunération, donc un autre revenu, enfin de rémunération de revenus, en plus de ce qui touche du Pôle emploi. Donc dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant de choisir le statut de SASU et de ne se verser que des dividendes, puisque quand on est inscrit au Pôle emploi, eh bien, si vous versez une rémunération, ça va venir diminuer vos droits ARE. Donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir intérêt à vous verser des dividendes uniquement et donc à choisir la SAS ou la SASU, tout simplement parce que dessus, vous n'aurez pas du tout de cotisation sociale. C'est un cas particulier. Et le deuxième, on vient de l'aborder, c'est le cas où vous faites des bénéfices importants. Alors oui, en effet, si vous faites vraiment des bénéfices importants et que vous voulez distribuer, eh bien là, il y a des stratégies d'optimisation rémunération dividende qui peuvent justifier le fait de devoir se verser vraiment des dividendes. Et le résultat dans ce cas-là, eh bien, c'est que la SASU et la SAS sont plus intéressants parce que les dividendes des SASU et des SAS, il n'y a pas de cotisation sociale sur la totalité des dividendes. Il y a des prélèvements sociaux de 17,5, 17,8%, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi un système de flat tax de 30%, alors que l'EURL et SARL, il y a des cotisations pour la partie des dividendes qui dépassent 10% du montant de votre capital social. C'est un peu technique, mais voilà, je ne vais pas rentrer là dans ce sujet. Aujourd'hui, sachez-le, une grosse partie des dividendes sont soumis à cotisation sociale. Et puis, dans les EIRL, les micro-entreprises, eh bien, des distributions de dividendes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans les EIRL, hein, parce qu'il n'y a pas de capital social. Quand il n'y a pas de capital social, il ne peut pas y avoir de dividendes. Alors, lequel est le mieux adapté pour vous associer? Si vous voulez vous associer, ça peut être un point important dans les choix lorsque je crée une entreprise. Aujourd'hui, je démarre seul, vous démarrez seul. Est-ce que demain, vous ne seriez pas associé? Attention, si vous choisissez le statut, certains statuts, vous ne pourrez pas vous associer. C'est le cas de l'EURL et la micro-entreprise, vous ne pourrez pas vous associer. Donc, si vous souhaitez vous associer, eh bien, choisissez plutôt le statut de SASU ou SAS, ou de URL et de SARL. Alors pourquoi on a mis SASU et SAS en numéro 1 et URL et SARL en numéro 2? Parce que pour lever des fonds, c'est plus facile quand on est en SAS que quand on est en SARL, EURL. Voilà. Mais l'avantage est pas énorme. L'important, c'est d'avoir un capital pour pouvoir s'associer. Souvenez-vous, retenez qu'il faut avoir un capital social. Donc, pour les URL micro-entreprises, si vous voulez vous associer, vous mettez ça de côté. La solution pour vous, c'est forcément côté URL, SARL ou SAS et SASU. Pour bien préparer votre retraite, lequel des systèmes est le plus avantageux? Alors c'est très simple. Si votre priorité c'est la retraite, donc vous avez comme moi un petit peu plus de 40 ans, pas beaucoup, mais un peu plus, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir intérêt à cotiser au système auquel vous avez cotisé pendant toute votre carrière, peut-être en tant que salarié, plus qu'au système des travailleurs non salariés. Donc il y a 2 systèmes, il y a celui des salariés, il y a celui des travailleurs non salariés. Celui assimilé salarié, il est plus généreux, à peu près au moins un tiers, ça dépend des métiers, etc. Mais en termes de pension de retraite, vous toucherez au moins un tiers de plus que celui des non salariés. Donc retenez ça, 2 systèmes de retraite, salariés et non salariés.
Et le plus favorable, bah oui, on en a déjà parlé, c'est celui des SAS et des SASU. Le travailleur non salarié, il coûte moins cher et il est moins généreux. Donc le système le plus généreux, c'est celui de la SAS. Si vous voulez vraiment préparer votre retraite d'ores et déjà, allez plutôt vers la SAS. Quel est le plus crédible? Alors, parfois quand on se lance, on a besoin d'être crédible, on a besoin de rassurer ses partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, que ce soit les banquiers également. Eh bien, pour ça, le capital social, ça peut être un élément d'assurance, de réassurance. Vous serez plus crédible auprès de certains acteurs en ayant un capital social, c'est-à-dire en ayant une SAS, une SASU, une EURL ou une SARL. Vous serez moins crédible si vous êtes en EIRL ou en micro-entreprise. Ça peut être le cas notamment si vous travaillez avec des grands comptes qui, pour être référencés chez des grands comptes, si vous êtes en direct, que vous travaillez en direct chez des grands comptes, eh bien, le fait d'être en EIRL ou en micro-entreprise, ça peut être pénalisant. Donc renseignez-vous et analysez bien votre situation auprès de vos partenaires. Ça y est, on a presque terminé. La synthèse pour faire le choix, je vous avais dit, un beau tableau, je l'espère, qui vous permettra d'y voir plus clair. Donc on récapitule. On a dit que la responsabilité limitée, on mettait ça de côté puisque tout le monde, toutes les structures offrent les mêmes garanties. Donc, si votre priorité, c'est la protection sociale, vous voyez que la SAS ou la SARL sont plus intéressants que la micro-entreprise. Si votre priorité, c'est de créer votre entreprise en déboursant le minimum, eh bien, lancez-vous en micro ou en EIRL et puis attendez avant de créer une EURL ou une SARL. Si votre priorité, c'est d'avoir un coût de vos rémunérations le plus faible possible, eh bien, la micro-entreprise, c'est le meilleur statut. C'est le moins généreux en termes de retraite, on l'a vu, mais c'est le meilleur statut. Arrive en numéro 2 le IRL, le URL, et en dernier, la SAS. Si vous avez dans vos priorités le fait de vous associer, eh bien, mettez de côté la micro-entreprise et le URL, allez direct vers la EURL ou SAS, SASU. Et puis, si vous avez besoin de crédibilité, on vient de le voir, allez également là aussi vers les EURL, SARL, SAS, SASU. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà votre entreprise et que vous dites je dois changer de statut. C'est notamment le cas des chômeurs, créateurs d'entreprise, qui pendant 1 an se sont mis avec le statut de SAS pour pouvoir capitaliser leurs bénéfices et se verser des dividendes, et qui au bout d'1 an vont commencer à se rémunérer dans leur entreprise et auront plus intérêt à basculer du statut de SAS au statut de EURL SARL. Donc pour ça, il faut faire un changement de statut. C'est assez simple à faire. Encore faut-il le faire et savoir ce vers quoi on va. Pour faire simple, je vous ai également mis un peu les profils, tout simplement, qui correspondent à chaque activité. On s'est aperçu avec le temps que, eh bien, à chaque type d'entreprise correspondait un peu un profil socio-économique. Donc, les micro-entreprises, c'est souvent des jeunes ou des gens qui sont ce qu'on appelle en side project, c'est-à-dire en activité à côté de leur activité salariée, ou des petites d'activité, des gens qui testent un marché, ils commencent en micro. Les EURL, c'est plutôt pour les entreprises, les micro-entreprises qui réussissent. Beaucoup passent en micro-entreprise. On va en reparler tout de suite après. On va terminer avec ça. Pour les activités B2C ou B2B dans un environnement connu, B2C, c'est-à-dire qui ont des clients personnes physiques, tout simplement parce que vis-à-vis des clients personnes physiques, on a rarement besoin d'afficher un capital social ou de rassurer. Pour les EURL et CRL, eh bien, c'est des profils très variés, plutôt des commerçants, des artisans, des entreprises de services déjà bien lancées. Et puis les SAS, les SASU, c'est souvent des anciens cadres ou des dirigeants d'entreprises expérimentés, des gens inscrits au Pôle emploi, on l'a vu, et enfin, des profils ambitieux, profils start-up, qui démarrent souvent en SAS et SASU. C'est un peu plus facile pour lever des fonds, je vous le disais. Donc, si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, vous voyez la typologie, vous regardez au-dessus, si c'est bien vos priorités. Voilà, si ça correspond bien à vos priorités, mais j'espère que, je pense que ça devrait correspondre.
Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser, n'hésitez pas. Les statistiques, ça c'est important, hein, parce que ça c'est des chiffres qui sont des chiffres officiels, mais assez peu communiqués. Sachez-le, la moitié des entreprises créées aujourd'hui sont en micro-entreprise. Dans l'autre moitié, donc les entreprises officiellement créées, eh bien 25%, donc la moitié des entreprises sont des EIRL. Donc le statut EIRL, il a un vrai succès. Personne n'en parle, je vous dis, parce que c'est un statut qui rapporte peu aux créateurs d'entreprises, mais c'est le statut le plus simple puisqu'il ne coûte rien. Donc l'EIRL, c'est un bon statut si vous avez un projet raisonnable, classique, etc. La moitié des entreprises, autres que micro-entreprises, adoptent ce statut. L'EURL, SARL, c'est un statut qui a un peu pris du plomb dans l'aile, notamment à cause des histoires de RSI, le RSI qui a disparu mais qui a laissé des traces. Et il y a beaucoup de gens qui ont voulu éviter ce statut URL SARL à cause des difficultés administratives lorsqu'on est inscrit au RSI. Voilà. Et le statut de SAS, SASU, vous le voyez, ça représente à peu près pas plus de 12% des créations d'entreprises en France. Donc c'est quand même pas le statut le plus qui connaît le plus gros succès, même si beaucoup de gens en font la publicité. Pour ce qui est des micro-entrepreneurs qui veulent transformer leur entreprise, j'ai déjà fait un webinaire là-dessus. Il y a un webinaire complet qui vous explique tout de A à Z, comment transformer vos entreprises, combien ça va vous coûter et quelle est la meilleure façon de la transformer en fonction du moment où vous vous situez dans l'année, en fonction des plafonds, etc. N'hésitez pas à consulter ce webinaire. Vous pouvez le voir en replay sur notre chaîne YouTube. Transformer, là je vous donne les clés, transformer votre entreprise, ce que vous devez savoir. Il y a 2 choses à savoir, c'est que quand on est micro-entreprise et qu'on veut transformer son entreprise en EIRL, on ne peut le faire pour le moment qu'au 31 décembre. C'est-à-dire que si vous êtes micro-entreprise en 2021 et que vous voulez passer en EIRL parce que vous allez dépasser les plafonds et que vous vous apercevez que ça commence à vous coûter cher ce statut de micro-entreprise, puisque les cotisations sont calculées sur votre chiffre d'affaires, attention au piège, c'est que l'EIRL, vous ne pourrez l'atteindre, vous ne pourrez la transformer, vous transformer en EIRL qu'au 31 décembre de l'année 2021. Donc si vous êtes en phase de succès et que vous souhaitez basculer, sortir du statut de la micro avant le 31 décembre, sachez que vous pouvez le faire. Pour ça, vous devez créer une EURL ou une SASU. Ça peut se faire à tout moment dans l'année. C'est moins simple que de créer une EURL, que de transformer en EURL au 31 décembre. Il faut pour ça faire une cession de fonds de commerce ou apporter son fonds de commerce dans le capital de l'EURL et SARL, ce qu'on appelle un apport en nature. Et donc, c'est un peu plus complexe. Mais ça se fait et financièrement, ça peut être intéressant. Regardez mon webinaire, on vous expliquera les tenants et les aboutissants. Donc, c'est faisable, sachez-le.